La Russie s'est encore trompée. Après l'un des bombardements les plus agressifs de la guerre, les forces russes étaient convaincues d'avoir anéanti jusqu'au dernier véhicule de combat Bradley ukrainien. Ils se sont lourdement trompés, et maintenant ils paient le prix de cette erreur. L'incident s'est produit dans l'oblast de Soumy, en Ukraine, près du village contesté d'Andrivka, qui a été le théâtre de violents combats depuis un certain temps déjà. C'est juste à la frontière, qui sépare l'Ukraine et la Russie, et les deux camps se sont affrontés à plusieurs reprises pour prendre le contrôle de la zone. L'année dernière, l'Ukraine contrôlait non seulement Andrivka, mais aussi les villages environnants. La Russie n'avait presque aucune emprise dans l'oblast de Soumy, ce qui a donné à l'Ukraine l'opportunité de lancer des raids transfrontaliers dans l'oblast de Koursk, en Russie, en prenant le contrôle ou en perturbant des dizaines de villes et de localités frontalières au passage. Au plus fort de l'offensive, l'Ukraine contrôlait des centaines de kilomètres carrés de territoire russe, prouvant qu'elle était tout à fait capable de copier la stratégie russe et de prendre de force des terres à son ennemi, tout en administrant au président russe, Vladimir Poutine, une dose bien méritée de sa propre médecine dans le processus. Au final, l'offensive n'a pas pu être maintenue. La Russie a détourné une partie de ses forces pour repousser les Ukrainiens et reprendre le terrain perdu. Et dans les premiers mois de 2025, l'Ukraine a perdu ses derniers lambeaux de territoire à Koursk. Les Russes ont ensuite contre-attaqué, avec des unités traversant la frontière vers la région de Soumy. Mais voici le problème. Ces troupes n'ont presque aucun véhicule de combat pour les soutenir. Elles se déplacent soit à pied, soit à vélo, soit en quad. La raison en est simple. La Russie a subi d'énormes pertes en matériel depuis le début de la guerre. Les estimations varient, mais Oryx a confirmé visuellement la destruction de plus de 3700 chars et 7500 véhicules blindés, ainsi que des centaines de lance-missiles et des milliers de véhicules de transport. Et ce ne sont que les pertes captées par les caméras. Ces chiffres sont basés uniquement sur des informations publiques, avec des preuves réelles sous forme de photos ou de vidéos pour confirmer chaque perte figurant sur la liste. Les chiffres de l'Ukraine sont évidemment un peu différents. Les forces armées du pays, affirmant avoir détruit plus de 10 000 chars russes, plus de 20 000 véhicules blindés de combat, plus de 22 000 systèmes d'artillerie, des centaines d'avions et d'hélicoptères russes, et plus de 23 000 véhicules aériens sans pilote ou drones, ainsi que plus de 3 000 missiles de croisière. Les chiffres réels se situent probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Quelle que soit la perspective, la Russie a clairement perdu de nombreux chars et véhicules blindés. Elle fait tout ce qu'elle peut pour reconstituer ses stocks, comme tripler les cadences de production de ses chars T-90M, et même sortir des chars et véhicules datant de l'époque soviétique, vieux de plusieurs décennies, de leurs entrepôts de stockage à long terme. Elle répare ceux qui sont encore aptes au combat, effectue des modifications et des rénovations, puis les déploie sur le champ de bataille. Cependant, elle ne peut pas se permettre de continuer à perdre du matériel à un tel rythme. Les chars peuvent coûter plusieurs millions de dollars chacun, tandis que les véhicules blindés russes, comme le Tigre ou le BMP-2, valent des centaines de milliers de dollars par unité. Chaque fois que l'Ukraine en détruit un, cela représente une énorme perte financière pour les Russes. Et en ce moment, avec l'économie du pays dans une situation périlleuse, combinée à la menace persistante des sanctions et des tarifs américains, le Kremlin ne peut tout simplement pas se permettre ce genre de pertes. Vladimir Poutine a déjà annoncé une réduction des dépenses militaires pour 2026, dans une tentative désespérée d'aider son pays à éviter une récession dramatique. Et la Russie a dû réajuster ses tactiques militaires, pour éviter le risque de devenir une armée presque démécanisée. Cela a été souligné par le correspondant militaire américain et blogueur David Axe, dans un récent article sur son blog Trench Art. Axe a cité l'analyste du renseignement, en source ouverte en ligne Moclason, qui a publié sur X. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait remarqué cela. Jusqu'à présent, la Russie a visiblement perdu un véhicule blindé, véhicule résistant aux mines, et protégé contre les embuscades dans l'oblast de Soumy. Tout se fait soit à pied, soit à vélo ou en quad. Il a ensuite souligné que cette unique perte d'un seul camion blindé résistant aux mines et aux embuscades démontre à quel point la pénurie de véhicules de combat en Russie est grave. En 40 mois de combats acharnés, la Russie a perdu environ 13 000 chars, véhicules de combat d'infanterie, transports de troupes blindées et véhicules résistants aux mines et protégés contre les embuscades. C'est autant de véhicules de combat que la Russie en possédait à la veille de l'invasion à grande échelle en février 2022.
Les Russes produisent quelques milliers de nouveaux véhicules blindés chaque année, et en ont déjà récupéré depuis des stocks de longue durée. La plupart des anciens véhicules de la guerre froide, qui ne sont pas simplement des tas de rouille, mais même ces véhicules sont trop peu nombreux. Ce n'est pas pour rien que les véhicules civils, voitures, camions, bus, voiturettes de golf, motos et trottinettes électriques représentent désormais 90% des véhicules que les Russes perdent chaque mois. L'armée russe risque de devenir une armée démécanisée. Cependant, même si la Russie ne dispose plus de beaucoup de chars et de véhicules d'infanterie de nos jours, elle a encore énormément de monde. En effet, le nombre de militaires en service actif, qui s'élève à environ 13 millions, est resté largement stable depuis le début de la guerre. Cela s'explique en grande partie par les campagnes de recrutement intensives du Kremlin et d'autres méthodes moins reluisantes pour inciter les gens à rejoindre le combat. Il est bien connu qu'ils ont offert d'énormes incitations financières aux hommes valides, prêts à s'engager et à passer du temps sur la ligne de front, atteignant jusqu'à 40 000 $ dans certaines villes et régions. Vladimir Poutine a également lancé en avril la plus grande mobilisation militaire de la Russie depuis des années, avec 160 000 jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans sommés de rejoindre la soi-disant opération militaire spéciale. En plus de tout cela, les forces russes sont également renforcées, avec l'arrivée attendue de jusqu'à 30 000 soldats en provenance de Corée du Nord. De plus, le pays a agressivement intimidé, contraint et même fait chanter des migrants originaires de pays d'Asie centrale comme le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan pour qu'ils rejoignent son combat, allant même jusqu'à créer des unités spéciales de migrants à envoyer sur les zones les plus dangereuses du front. Tout cela fait partie du plan à long terme de Poutine, pour s'assurer que la Russie dispose de la deuxième plus grande armée du monde après la Chine, avec pour objectif ambitieux d'atteindre 15 millions de membres en service actif. Jusqu'à présent, ce plan fonctionne. Même si la Russie a récemment franchi le cap tragique de plus d'1 million de pertes, avec plus de 250 000 soldats tués et plus de 750 000 blessés, le pays continue de recruter de nouvelles recrues pour remplacer celles qui les ont précédées. En effet, des rapports récents suggèrent que la Russie est capable de recruter environ 30 000 nouvelles troupes chaque mois, ce qui couvre les quelques 30 000 soldats russes qui seraient tués ou blessés chaque mois en Ukraine. Et cela nous ramène à Soumy, expliquant pourquoi les troupes russes dans la région marchent littéralement à travers les terres ukrainiennes, plutôt que de voyager dans un confort et une sécurité relatifs à bord de véhicules blindés. Parce que le Kremlin traite ses troupes comme de la chair à canon, des pions jetables qu'on peut simplement envoyer sur la ligne de front, et remplacer quelques jours plus tard s'ils meurent ou subissent de graves blessures. Il sait qu'il est beaucoup plus facile et moins coûteux de remplacer des hommes que de remplacer des chars et des véhicules blindés coûteux. Ainsi, les commandants russes ont réécrit leur doctrine pour tirer parti des nombreux véhicules civils simples et de l'avantage massif en main-d'œuvre qu'ils ont sur leurs adversaires. Mais cette stratégie présente deux inconvénients clairs et évidents. Premièrement, sans véhicules pour les soutenir, les forces russes avancent beaucoup plus lentement qu'elles ne le feraient habituellement. Grâce à cela, comme le dit le correspondant de guerre ukraino-américain David Kirichenko, il devient certainement beaucoup plus difficile d'accomplir quoi que ce soit. Appelez cela une grande et belle percée. Le deuxième gros inconvénient, c'est que si ces groupes de soldats russes, circulant à moto ou en quad, croisent des chars ou des véhicules blindés ukrainiens, ils seront totalement inefficaces, forcés de fuir ou réduits en miettes en quelques secondes. La Russie doit atténuer ce risque. Cependant, elle peut le faire en repérant et en détruisant les véhicules ukrainiens avant que ses troupes ne progressent dans une zone. Pour cela, elle compte principalement sur ses forces aériennes. La Russie a vu environ un tiers de sa flotte de bombardiers endommagée ou détruite lors de la frappe de l'opération Toile d'araignée du 1er juin. Malgré la destruction de certains de ses avions de chasse et autres appareils par l'Ukraine avec l'aide de drones, de missiles et de systèmes de défense aérienne, la Russie dispose encore d'une force aérienne relativement puissante. Elle possède environ 10 fois plus d'avions de combat que l'Ukraine, ainsi qu'un immense arsenal de bombes planantes, qu'elle utilise régulièrement pour soutenir ses troupes au sol tout au long du conflit. Jusqu'à présent, les avions russes prennent leur envol le long des lignes de front, larguant jusqu'à 100 bombes planantes, CAB ou UMPK chaque jour. Leur objectif n'est pas seulement de détruire tout véhicule ukrainien ou toute défense aérienne qui pourrait se trouver dans ces zones, mais aussi de dissuader l'Ukraine d'y amener des chars et des unités blindées, par crainte qu'ils ne soient bombardés et détruits. Pendant longtemps, cette stratégie a été incroyablement efficace,
et l'Ukraine n'avait pratiquement aucun moyen de les contrer. En effet, dans une publication Telegram, datée du 23 mars 2024, le compte ukrainien Deep State a écrit « Malgré une certaine stabilisation du front au début du mois, l'ennemi mène un grand nombre de contre-attaques et d'attaques banzai depuis 10 jours. Avant cela, ils ont abondamment bombardé les positions des forces de défense avec des FAB, des CABS. Ces dernières sont devenues une arme miracle pour le CATS-AP qui apporte des résultats et ne connaît pratiquement aucune contre-mesure. La stratégie russe était claire, bombarder d'abord, puis attaquer ensuite. Et cela les a aidés à prendre des villes et à gagner beaucoup de terrain pendant un certain temps. Ensuite, l'Ukraine a compris comment contrer cela, en utilisant des brouilleurs radio. Cela rend beaucoup plus difficile pour les bombes d'atteindre leur cible, beaucoup d'entre elles déviant complètement de leur trajectoire et atterrissant sans danger dans des champs vides. Cela a été révélé sur la chaîne Telegram de Fighter Bomber, où un pilote russe a écrit « Les bombes volent toujours. Les cibles prévues sont touchées, mais il y a un hic. Elles sont ratées. Tous les systèmes de correction guidés par satellite ont officiellement quitté la conversation. Les spécialistes de la guerre électronique russe et ukrainien ont tous deux maîtrisé les stations de guerre électroniques portables et mobiles, qui saturent désormais la ligne de front des deux côtés, rendant les corrections guidées par satellite pour toutes les munitions, pas seulement les UMPK inutiles. Le pilote a ensuite fait remarquer qu'il faut désormais entre 8 et 16 bombes pour avoir ne serait-ce qu'une chance d'atteindre la cible visée. Pourtant, malgré le fait que les bombardements sont devenus nettement moins efficaces grâce aux brouilleurs ukrainiens, la Russie a continué d'utiliser cette tactique. Peut-être qu'elle n'a pas d'autre stratégie, ou alors elle veut simplement sauver la face et donner l'impression de causer plus de dégâts qu'en réalité. Dans tous les cas, elle continue de larguer des bombes, et elle a récemment lancé une campagne particulièrement intensive, le long d'une section relativement petite du front de Soumy, près de villes comme Andrivka, Oleksivka et Kindrativka, où les brigades russes mentionnées précédemment peinaient à survivre. Cela a de nouveau été rapporté par Moclassine sur X, les 30 et 22. Le MRR, avec les 40e Marines, rencontre déjà des difficultés près de Kindrativka et pourrait bientôt être encerclé. Les 177e et 155e Marines près d'Oleksivka s'en sortent un peu mieux, mais ont également eu du mal à maintenir leur position. La Russie largue un nombre insensé de bombes FAB là-bas. Beaucoup de bombes Yonakabiarp sont tombées sur une zone isolée de lisière forestière, et Moclassen a partagé des images et même des vidéos de la zone, montrant certaines des bombes en train de tomber. Et des nuages de fumée s'élèvent des arbres et des champs environnants. Il est possible que des unités ukrainiennes dans la région, comme les 79e et 95e brigades d'assaut aérien ou le 225e régiment d'assaut, aient positionné des troupes ou des systèmes d'artillerie dans la zone. Les Russes ont peut-être aussi cru que l'Ukraine avait un stock de véhicules d'infanterie Bradley à cet endroit. Et ils étaient absolument déterminés à faire exploser tout ce qui pourrait être dissimulé entre les arbres. On n'a pas révélé combien de cibles ukrainiennes, s'il y en a eu, ont été touchées par les bombes. Mais les Russes ne s'attendaient certainement pas à ce qui allait se passer ensuite, après avoir largué autant de bombes dans une zone aussi petite. Ils pensaient probablement avoir anéanti les stocks de véhicules Bradley de l'Ukraine et pouvaient envoyer leurs troupes pour conquérir plus de territoire. Au final, les Russes ont en fait fini par battre en retraite de la zone lorsque les brigades ukrainiennes sont arrivées et les ont contournées. Les Ukrainiens étaient équipés des meilleurs véhicules de combat occidentaux, dont des Marder allemands, des Strykers et des Bradleys américains. Les Russes, quant à eux, étaient sans véhicules. Tout ce que l'Ukraine avait à faire était d'attendre la fin du bombardement russe avant de se précipiter pour frapper les régiments russes des deux côtés près du village de Kindrativka. Au final, les Russes ont tout juste réussi à s'échapper de la zone, fuyant vers le nord-est en direction de la frontière et de la relative sécurité du territoire russe. Mais même si l'Ukraine n'a pas réussi à éliminer ses troupes russes, cela restait tout de même une grande victoire. Cela a repoussé la Russie, diminuant leur contrôle sur la région de Soumy, libérant à nouveau les zones autour de Kindrativka et Andrivka, et ramenant l'offensive Kremlin-Soumy à la case départ. Encore une fois, n'oublions pas non plus que les Russes ont gaspillé une énorme quantité de bombes dans le processus, tout ça pour rien. Et ce n'est pas un incident isolé. Depuis que l'Ukraine a trouvé la meilleure façon de contre-attaquer les bombardements russes, tellement de ces bombes ont été gaspillées. Et les forces ukrainiennes ont trouvé beaucoup plus facile de garder leurs véhicules en sécurité, et de mener ce genre de contre-attaque stratégique, et bien coordonnée, à la fois à Soumy et dans d'autres zones le long des lignes de front. Dans ces zones,
La Russie avait l'avantage pendant une grande partie de la guerre. Elle disposait de ses chars et de ses véhicules blindés, soutenus par des légions de soldats, des hordes de systèmes d'artillerie, et aussi une puissante force aérienne. Cependant, cette histoire montre que la tendance s'inverse. Alors que la Russie devient de plus en plus dépendante de la simple force humaine, choisissant d'envoyer des soldats en Ukraine à pied ou dans de simples véhicules civils, l'Ukraine dispose soudainement d'un avantage inattendu. Parce que, même si les forces ukrainiennes ont également subi des pertes et vu certains de leurs chars et véhicules blindés détruits, elles n'ont pas été aussi gaspilleuses ou imprudentes que les Russes. Ils ont conduit leurs véhicules avec plus de soin et de prudence. De plus, l'Ukraine compte de nombreux alliés à travers l'Europe et l'Amérique du Nord prêts à lui prêter main forte. Les États-Unis ont déjà envoyé plus de 300 véhicules de combat Bradley à Kiev, ainsi que des centaines de Strykers. Le Royaume-Uni, quant à lui, a livré au moins 120 véhicules blindés Mastiff, tandis que l'Allemagne a envoyé des dizaines de Marder. Selon le National Interest, les Bradley se sont montrés très efficaces. Le Bradley, datant de l'époque de la guerre froide et fourni à l'Ukraine en bien plus grand nombre que des chars comme l'Abrams, a renforcé la défense de l'Ukraine et a acquis un certain statut légendaire parmi les combattants ukrainiens. Cela est probablement dû à la combinaison unique de puissance de feu, mobilité et protection du Bradley. Ce véhicule polyvalent est idéal pour les environnements urbains et les espaces restreints. Le combat, c'est exactement ce dont l'Ukraine a besoin lorsqu'elle défend ses villes et villages contre les envahisseurs russes. Équipé d'un canon automatique Bushmaster de 25 mm contre l'infanterie et les véhicules ennemis, et de la puissance pour lancer des missiles tube-launched, optically tracked, wire-guided anti-char. Le Bradley possède également un blindage renforcé contre les armes légères et les tirs d'artillerie, combiné à une grande mobilité tout-terrain, ce qui lui permet d'être redéployé là où il est nécessaire. Des véhicules comme ceux-ci permettent à l'Ukraine de patrouiller sur les lignes de front ou de préparer des embuscades dans les zones où elle s'attend à ce que les Russes avancent. Se cacher. Attendre que les troupes s'approchent avant de lancer une frappe mortelle, submergeant les forces du Kremlin en un instant. De telles attaques peuvent s'avérer très efficaces pour repousser les forces russes, regagner le terrain perdu et rendre plus difficile l'avancée de l'ennemi. Comme l'a indiqué un rapport récent du Centre ukrainien pour les stratégies de défense, les contre-attaques des forces de défense dans l'oblast de Soumy compliquent l'avancée de l'ennemi et menacent d'encercler les troupes russes opérant à Andrivka. Si l'Ukraine parvient à maintenir ce rythme, cela contribuera à prolonger la guerre et à épuiser les ressources du Kremlin. Et le temps est un facteur crucial en ce moment, surtout à la suite de l'ultimatum imposé à la Russie par le président américain Donald Trump. Dans un récent revirement concernant l'aide à l'Ukraine, Trump a annoncé qu'un énorme lot d'armes allait être envoyé à Kiev, comprenant des missiles Patriot et leurs batteries. Il a aussi donné à la Russie 50 jours pour accepter un accord de paix, sinon elle fera face à des tarifs douaniers, qui changeraient la donne. Ces tarifs s'appliqueraient à l'économie russe et à tous les pays qui continueraient de la soutenir et d'acheter ses ressources. Une fois le délai atteint, 50 jours c'est long en temps de guerre. Et l'Ukraine pourrait encore subir de lourdes pertes pendant cette période, surtout que la Russie intensifie ses attaques de drones, ses bombardements aériens et ses incursions le long des régions du front. Cependant, plus l'Ukraine parvient à retarder la Russie, plus Poutine commencera à s'inquiéter. Il sait que même s'il lance tout ce qu'il a contre l'Ukraine, il n'a aucun espoir de gagner cette guerre en si peu de temps. Il a déjà fallu plus de 3 ans pour capturer entièrement Luhansk et réaliser des gains marginaux dans d'autres régions. Et avec l'Ukraine qui continue de recevoir une aide importante de la part de ses alliés en Europe et en Amérique du Nord, la Russie est poussée de plus en plus près de la table des négociations. Maintenant, découvrez les développements récents du conflit entre la Russie et l'Ukraine, dans notre vidéo qui détaille comment l'un des voisins les plus proches de la Russie a tourné le dos au Kremlin. Ou découvrez les plans de l'OTAN pour bombarder la région russe de Kaliningrad si la Russie abat un autre avion de ligne. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Trusted News si ce n'est pas déjà fait, pour découvrir les histoires les plus importantes en provenance du front dès qu'elles se produisent.